Alors, bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer un sujet qui fait pas mal parler de lui, la fameuse logique féminine telle que théorisée par Stéphane Edouard. Le but ici, c'est simple. On va explorer les grands concepts de son séminaire de manière tout à fait neutre en se basant uniquement sur les sources qui le décrivent. Pour planter le décor, le séminaire commence souvent avec cette citation de Pierre Louis. C'est elle qui pose la base de tout le raisonnement. L'idée qu'il y aurait une logique, disons, différente mais directe, que les approches classiques n'arriveraient pas vraiment à saisir. Du coup, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il y a vraiment une sorte de logique cachée à décoder? Eh bien, ce cadre de pensée prétend justement y répondre. Et pour ça, il propose toute une structure, des outils d'analyse qu'on va maintenant décomposer ensemble. Alors, le point de départ de toute cette analyse, ça repose sur un concept clé, un archétype théorique qu'il faut bien comprendre. C'est ce qu'on appelle le modèle F pur. Alors, qu'est-ce que c'est au juste ce fameux F pur? Le cadre insiste vraiment sur un point, et c'est crucial, il ne s'agit pas de décrire toutes les femmes. Non, c'est un modèle théorique, un archétype qui est utilisé pour l'analyse. Pensez-y comme un outil conceptuel, pas du tout comme une généralité. Et pour bien saisir ce que F pur veut dire, le plus simple, c'est de le comparer à son opposé, le H pur, l'archétype masculin. D'un côté, on a une logique qui serait basée sur le ressenti, en gros, ce que je ressens est vrai, avec une communication plutôt indirecte, et de l'autre, une logique qui se veut factuelle, séquentielle, et qui cherche à tout prix à éviter l'ambiguïté. Et ça, c'est un point vraiment essentiel. D'après le séminaire, personne n'est 100% F pur ou 100% H pur. Dans la réalité, les individus sont un mélange, un cocktail complexe de ces deux pôles. Ce sont vraiment des outils pour analyser, pas des étiquettes qu'on colle sur les gens. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, passons au mécanisme. Comment ça marche concrètement? Le séminaire avance 3 théories principales pour décoder ce qu'il appelle le logiciel, autrement dit, le fonctionnement interne de ce modèle. La toute première théorie, c'est celle du dictionnaire. L'idée, c'est que certains mots ou certaines phrases n'auraient pas tout à fait le même sens pour tout le monde. Il faudrait donc une sorte de traduction pour comprendre l'intention réelle qui se cache derrière le message. Et voici justement quelques exemples tirés de ce fameux dictionnaire. Prenez le mot « amour ». D'après cette grille de lecture, il faudrait le traduire par un besoin de sécurité et d'attention. Encore plus surprenant, la phrase « je pense que je ne te plais pas » serait en fait une manière indirecte de dire « tu ne me plais pas ». Et enfin, la connexion serait vue comme une sorte de récit, une histoire qu'on se raconte pour justifier une attirance qui était déjà là au départ. Deuxième théorie clé, celle du barycentre. Là, on emprunte une métaphore à la physique. Ça suggère que la position d'une personne, ses opinions ne sont pas fixes, elles seraient plutôt le résultat d'un équilibre permanent entre différentes pressions sociales. Alors comment ça marcherait en pratique? Imaginez, l'individu est au centre et tout autour, des forces exercent une pression. Le partenaire, les amis, la famille, les normes de la société. Eh bien, selon cette théorie, la personne ajuste constamment ses opinions et ses actions pour trouver un point d'équilibre, son fameux barycentre, qui va préserver avant tout l'harmonie sociale. Tout ça nous amène logiquement à la troisième théorie, qui essaie de répondre à une question que beaucoup se posent face à la communication indirecte, mais pourquoi dire A quand on pense B? Pourquoi ne pas être direct? Le cadre avance plusieurs pistes pour l'expliquer. D'abord, ce serait une manière de garder une façade sociale acceptable. C'est aussi une stratégie pour ne pas aller à la confrontation directe. L'ambiguïté, elle, servirait de protection, un peu comme une porte de sortie. Et enfin, il y aurait une sorte d'aversion pour les vérités factuelles qui pourraient venir contredire un ressenti profond. Ok, maintenant qu'on a vu la théorie, passons à la pratique. Comment est-ce que ce cadre est concrètement appliqué pour analyser les dynamiques de couple et les relations en général? Une des applications concerne l'évolution des priorités selon l'âge. Avant 25 ans, par exemple, un partenaire un peu maladroit mignon serait acceptable. Puis, entre 25 et 30 ans, le cadre suggère que l'idée du partenaire comme ressource, un terme qui désigne ici un apport matériel ou social, deviendrait beaucoup plus importante. Une priorité qui, selon la théorie, ne ferait que s'intensifier après 35 ans. Ce cadre s'intéresse aussi à l'amitié homme-femme. Et ce qu'il postule, c'est une asymétrie fondamentale, une sorte de déséquilibre structurel dans les motivations et les attentes de chaque côté. Et voilà comment cette asymétrie est décrite. Du côté de l'homme, l'amitié serait souvent vue comme une potentielle porte d'entrée vers une relation amoureuse ou sexuelle. Du côté de la femme, elle serait plutôt perçue comme un filet de sécurité, une source de soutien émotionnel, une sorte de plan B. Pour illustrer comment ces théories s'appliquent au-delà du couple, les sources qui décrivent le séminaire citent souvent ce chiffre, 63%. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, selon elles, ce serait le pourcentage de femmes qui adaptent leur discours dans un contexte professionnel. Ce serait une manifestation parfaite de la théorie du barycentre. On ajuste sa position pour maintenir l'harmonie du groupe. Pour conclure, qu'est-ce qu'on retient de tout ça?
Essayons de prendre un peu de hauteur pour synthétiser la nature de ce cadre et ce que ça implique. Il faut appeler un chat, on est face à un modèle qu'on qualifiait d'essentialiste. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un modèle qui part du principe qu'il existe une essence, une nature fondamentale et distincte, qui expliquerait les différences de comportement entre le féminin et le masculin. Donc si on devait résumer les grands piliers de ce système, ce serait quoi? D'abord, il propose des logiques masculines et féminines bien distinctes. Ensuite, il considère les comportements comme des schémas qu'on peut décoder. Il s'appuie beaucoup sur des métaphores comme le logiciel ou le dictionnaire. Et enfin, il met l'accent sur une communication qui serait souvent stratégique et indirecte. Le tout étant ancré dans l'idée d'un inconscient collectif. Et pour finir, une petite touche paradoxale. Une phrase qui reviendrait très souvent dans ce séminaire, d'après les participants, c'est « Il n'y a rien à comprendre ». C'est assez intéressant. Après avoir donné tout un tas d'outils pour décoder, cette phrase suggère que la logique décrite est tellement basique, tellement fondamentale, qu'elle ne relèverait pas de la compréhension intellectuelle, mais plutôt de la simple observation de schémas répétitifs. Cette analyse se termine donc sur une question ouverte, une question qui va au-delà de ce cadre bien précis. Quelles sont les implications, les avantages, mais aussi les risques quand on utilise des modèles, quels qu'ils soient, pour tenter de systématiser et de comprendre le comportement humain? La réflexion est ouverte.